Un pari est tenu et une pièce est lancée. Sur quelle face va-t-elle tomber? Dans les vieux quartiers de Prague qui s'endort, l'abbaye abandonnée veut retrouver son âge d'or. Entre les bâtiments vétustes, des silhouettes cuirassées. Sous leur surveillance, des ouvriers quittent les lieux pressés. Une seconde chance est offerte pour les oublier, en la personne d'une bienfaitrice nouvellement arrivée. Hommes, femmes ou bêtes, aucune frontière n'arrête le malheur. Le temps n'y change rien, ou au mieux, le plonge en torpeur. Chacun porte sa croix et endure cette usure. Les chaînes invisibles du passé enserrent le futur. Lorsque la croyance prévient les catastrophes, c'est une époque troublée où les complots s'étoffent. L'esprit ne supporte pas la pensée du hasard, instable. Il faut une explication. Dieu, les anges et les diables. La ruse du démon est de faire croire qu'il n'existe pas et que Dieu nous accompagne à chacun de nos pas. Deux personnes peuvent faire naître un complot. C'est là que se dévoilent et dévoilent les idéaux. La pièce virevolte et dans sa chute, le sage a une pensée. Elle a deux faces et c'est une seule pièce qui a été lancée. Donc moi je vais vaquer à mes occupations, c'est-à-dire m'occuper de Pierre et Agnès avant de recevoir mon visiteur dans mon bureau. Tandis qu'à l'extérieur, Je suis en train d'arriver aux portes du monastère. alors il y a un monastère, mais c'est aussi avant tout une abbaye, un rassemblement de bâtiments divers. Donc il y a une église, un monastère, une étable, des ateliers. Tout ça est un peu défraîchi, il y a une grange. Mais à l'œil nu, oui, c'est clairement en train d'être rénové. D'ailleurs, tu vois des ouvriers, des artisans qui sont en train de partir et de vider les lieux, sous le regard donc d'hommes armés en côte de maille. Ils ne sont pas armés au poing, hein, mais ils sont tout de même armés. Avec ce fameux blason dont on t'a dépeint les couleurs, les formes. D'un coup d'œil, t'en vois une quinzaine, peut-être qu'ils sont 20 hommes d'armes. Il y a des chevaux, un carrosse, et tu vois un bâtiment qui ressort un petit peu plus du lot, une maison d'hôte, quoi. En fait, une maison pour visiteurs, généralement qu'on trouve dans les abbayes, qui est bien rénovée. Elle est bien éclairée, bien gardée surtout. Je pense que c'est là que je dois me rendre, donc je me dirige vers la bâtisse. Donc, quand tu pénètres l'enceinte, assez rapidement, tu es arrêté par une paire de gardes qui se mettent devant toi sans agressivité, mais un air sérieux. Le bonsoir, messire. À qui avons-nous l'honneur? Théophilus Hastings, j'ai été convié par la comtesse. Les deux gardes se regardent,
font un geste entendu, te saluent et se mettent à te devancer. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je vous suis. Et effectivement, ils vont dans cette bâtisse rénovée. Ils te présentent aux gardes présents qui gardent l'entrée. Et donc, te dit de patienter juste sous le porche. Et donc, un des gardes frappe à la porte. Celle-ci s'ouvre. Tu vois une servante qui trouve la porte, qui échange des murmures avec le garde, qui jette un coup d'œil sur toi, qui te sourit, qui incline la tête. Et tu vois qu'elle s'adresse à quelqu'un dans la pièce. Comtesse, votre invité est présent. Faites-le rentrer. La porte s'ouvre. Donc la personne qui rentre, le visiteur ressemble à quoi? Un large manteau le recouvre puisque nous sommes la nuit. Il fait office pour couper le froid. Enfin, en apparence, bien sûr. Les cheveux mi-longs, tombants. Une barbe de quelques jours, brun, noir, on ne sait pas. Tu distingues pas vraiment bien avec la luminosité. Il te regarde. Comtesse, je suppose. C'est cela. La comtesse qui ressemble à... La comtesse, alors tu sais pas trop, tu lui donnerais entre 14 et 16 ans. Des yeux bleus, cheveux châtains plutôt clairs, petite, dans une tenue assez à la mode en Italie, et a un fort accent et a limite du mal à bien s'exprimer. Tu sens que voilà, elle a appris la langue, mais elle la maîtrise pas encore à la perfection. Alors quand elle dit petite, elle fait 1m50. Voilà. Je fais vraiment enfant, jeune fille, mais vraiment ado. Je n'ai pas l'air plus Et étonné que ça. bien maquillée, coiffée, cheveux raides qui arrivent jusqu'au niveau de la poitrine, et une couronne sur la tête. Je ne te parais pas plus étonné que ça. De ton apparence, en tout cas. Je reste très impassible. Juste une petite chose de précision dans les lieux, il y a énormément de miroirs au mur. Donc avoir des miroirs, effectivement, c'est un signe extérieur de richesse, déjà, parce qu'ils sont pas tout petits en plus, ces miroirs. Non. En plus de ça, ils sont finement ouvragés, hein, et bien positionnés. D'ailleurs, toute la décoration a un certain charme, un certain style, un certain goût, une autre culture. Mais oui, c'est clairement c'est onéreux tout ça. Hein, on est dans de la bonne aristocratie, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part la servante qui a ouvert la porte? Il y a juste Hilda. Donc Hilda qui ferme la porte et qui se positionne derrière la comtesse. Hilda qui est habillée en servante. On pourrait presque dire une femme de cour, tout de même. Une belle toilette, assez onéreuse également. Mais l'œil exercé de la comtesse peut aussi observer que les détails de la tenue de ton visiteur, c'est du bel ouvrage. C'est pas n'importe quoi. Sous des airs de grands manteaux qui protègent simplement du froid. Ouais, il y a du travail artisanal hors pair. Tu peux même distinguer une petite chaînette finement ouvragée qui vaut son pesant d'or. Ce genre de petits détails. Je vois que vous n'avez pas lésigné sur la dépense pour vous sentir ici chez vous, comtesse. Cette famille, elle te fait un énorme sourire. Je vois que vous aussi, la maîtrise du langage n'est pas des plus évidentes. Je viens d'arriver. Il me faut encore quelques temps pour bien maîtriser votre langue. Ce n'est pas la mienne non plus, comtesse. En effet, le visiteur a aussi un fort accent. Un fort accent anglais. Effectivement, je vois que vous venez du pays de l'homme que je devais épouser. Et ce n'est plus le cas, je suppose. Malheureusement, ma condition actuelle est le fait que je ne l'ai pas épousée. Mais j'avoue que j'aurais bien apprécié l'avoir comme époux. Disons que son Altesse Royale m'aurait si à merveille. Ah, il aurait eu bien de la chance de vous avoir comme à ses côtés, madame.
Oui, et pour le peu que je l'ai rencontré, Jean est un homme des plus galants. C'est ce que j'ai entendu dire. Alors bien évidemment, quand on parle de royauté, et quand on parle de gens, et quand on parle d'accent anglais, évidemment, tu penses tout de suite à Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion. C'est ce que j'ai imaginé. En tout cas, tu as été invité à t'asseoir. Tu prends donc place. Je retire quand même la veste qui est sur mes épaules avant de m'asseoir. Et je la... Hilda, débarrasse notre invité, s'il te plaît. Bien sûr. Et donc, elle va derrière toi et te débarrasse. Bien sûr, sous le grand manteau, tu peux voir des vêtements un peu plus pratiques en dessous, mais néanmoins, qu'est-ce qu'elle voit sous le manteau, en fait? Je n'ai pas pris ma plus belle garde-robe, en tout cas. Je ne voulais pas mettre mal à l'aise mon hôte. J'ai pris des habits que j'utilise fréquemment, mais pas ceux que je mets pour les fastes ou les fêtes où je suis invité. Donc, tu peux observer, chère comtesse, qu'il a sur les épaules, autour du cou, une capuche rabattue en arrière, signe distinctif des chanoines. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, les chanoines sont des ecclésiastes qui ont, en règle générale, ordre de gérer les possessions de l'Église. Quand je vois ça, j'ai encore un plus grand sourire, mais vraiment un sourire de satisfaction. Est-ce que la comtesse prend place en face de son invité? Tout à fait. Sur un siège finement ouvragé et recouvert de feuilles d'or. Et devant moi, il y a un grand bureau. Est-ce que je peux demander à notre chanoine où se pose son regard en cet instant? Mon regard est uniquement posé sur son visage. Je soutiens son regard si elle me regarde à chaque fois qu'elle parle, en tout cas. Ah, dans les yeux. Alors je ne quitte pas. Si mes yeux devaient de toute façon à un moment donné se détacher, ils iraient un peu dans la pièce pour voir un peu ce qu'il y a tout autour, en fait. Mais je privilégie quand même le soutien du regard de la comtesse. Très bien. Très bien. La comtesse peut voir que donc, sa servante a accroché le manteau du chanoine. Et tu peux voir qu'elle tourne la tête sur le côté. Et tu entends le bruit caractéristique de la porte de la chambre des petits qui vient de s'ouvrir. Je regarde du coup. Et tu vois une petite frimousse qui passe à peine la tête dans l'entrebâillement de la porte. Et qui dit Maman, j'ai soif. Oui, j'arrive. Je regarde mon invité, je fais veuillez m'excuser une seconde. Et je me lève et me dirige. C'est qui? C'est Agnès ou Pierre? À toi de décider. Agnès. Donc je me dirige vers l'enfant et je fais Hilda, apportez-nous de l'eau, s'il vous plaît. Tout de suite, comtesse. Qu'elle se saisit d'une Je la cruche. prends dans mes bras et je la ramène dans cette pièce. Donc, c'est un enfant de quel âge? Je donne à boire. 4 ans. 4 ans. Quelques petites minutes donne, passent. C'est assez fugace. Et je reviens. Et donc la comtesse ressort, suivie de quelques secondes plus tard de sa servante qui referme délicatement la porte. Veuillez m'excuser. Vous n'avez pas à vous excuser, comtesse. La vie familiale avant tout. Oui. Oui. Donc je reprends place dans mon siège et... disons que ce moment de tendresse avec mes enfants m'a fait perdre le pourquoi déjà je l'avais invité. Donc je le regarde et je lui dis mais vous êtes un de Dieu à ce que je vois. Oui, je sers le Seigneur. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un confesseur. Ah, si je peux vous être utile pour ce genre d'office. Mais nous ne sommes pas dans le bon lieu. Pas pour le moment, mais disons que mon confesseur est décédé et je cherchais un confesseur qui n'est pas d'ici. J'avais envie de quelqu'un d'étranger à ce lieu.
Et le prince m'a tout simplement et naturellement indiqué vers vous. C'est très gentil de sa part d'avoir pensé à moi. Voilà, telle est la raison officielle de votre présence. La raison officielle, y aurait-il une autre raison? Oui, une raison officieuse. Disons qu'il y a l'air d'avoir des petits soucis dans cette ville. Le prince est fortement inquiet. Je suis donc en charge de regrouper une équipe de fins limiers afin d'enquêter, de trouver qui manigance et tire les cordes dans les coulisses, et de les éliminer. Et bien sûr, vous faites partie de la liste du prince. Pour l'équipe ou pour l'autre côté? Pour l'équipe. Je préfère être au Comment clair. je dis oui, mais disons que il m'aurait été embêtant de décapiter, crucifier et laisser en plein jour un homme tel que vous. Ça aurait peut-être été mal vu effectivement dans notre assemblée. Oui, puis disons que je n'apprécie pas trop toucher les hommes de Dieu, sauf certains. Et là, je fais un sourire légèrement sadique quand je dis ça. Je suis chargé aussi de rencontrer un Nosfera. Et là, j'écorche complètement le mot, Nosferatu. Et après, je me rattrape en disant un toutou, quoi. Qui serait maître des chiens, ou des animaux, ou des bêtes, ou un truc comme ça. Je perds complètement mon sérieux en disant ça. Il y a aussi un croisé. Et bien sûr, il y a vous, ainsi qu'un jeune moine qui est sous la garde du toutou. Je suppose que vous parlez du baron quand vous parlez Oui, du voilà. Nosferatu. Oui, disons que j'ai un tout petit problème avec ces vampires. Les familles ne s'entendent pas toujours de la meilleure des manières, malheureusement. Rien de lié à la famille, juste personnel. Ah, ce sont aussi des choses qui Ils peuvent sont- arriver. Ils sont... Et là, je fais une horrible grimace répugnant. C'est vrai qu'ils n'ont pas été gâtés se dans leur demander- apparence. Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils devraient savoir ce que c'est qu'une baignoire. Mais ils ont bien Grand d'autres sourire. qualités, en tout cas. Il paraît. Mais voilà. Donc je dois rencontrer ces personnes, faire en sorte que nous travaillions ensemble pour sauver les intérêts du prince. C'est tout à fait normal. En plus, il nous a accueillis dans la ville, donc j'accepte avec plaisir cette mission. Merci bien. Ça va plus ou moins me faciliter les choses. Et puis, vous avoir comme allié me scie à merveille. Si cela peut vous être utile, j'en suis ravi. Vous êtes un enfant de la nuit depuis longtemps. Oui et non. Ça dépend ce que vous appelez depuis longtemps. Je n'ai pas, disons, je dirais... les siècles comme les autres, si c'est ça que vous voulez parler. Mais vous devez sans doute en savoir beaucoup plus que moi, je pense. J'ai eu quelques informations effectivement ici et là, mais je suis là depuis peu aussi dans la ville, donc je n'ai pas encore eu le loisir de rencontrer toutes les familles et d'avoir de plus amples informations. Je parlais plutôt des coutumes vampiriques. Ah, Pas celle-là. spécialement ici. Oui. Oui, nous avons quelques lois effectivement qu'il vaut mieux connaître, effectivement. Très bien. Car j'aimerais en connaître plus sur comment fonctionnent les clans et les treintes.
Ceci va être un peu compliqué de vous expliquer en détail, mais l'université vous offrira bien plus d'informations à ce sujet. Oui, c'est ce que j'ai eu ouï dire de la part du chancelier, qui d'ailleurs est devenu un très grand ami à moi. Grand, avec beaucoup d'ironie, je dis ça. Vous avez eu aussi affaire à lui. Oui, oui, il n'a pas trop apprécié que je séduise son prince. Je peux comprendre. Mon premier contact avec lui était d'une courtoisie, mais je ne sais pas. Je garde mes réserves pour parler ouvertement. Je me méfie. Pour être tout à fait franche, il y a quelques personnes, dont une, avec certitude, est une menace pour le prince. Donc nous trouverons Mais bien alors, sûr des informations pour voir si vos certitudes sont exactement réelles ou pas. Et je pense que toute cette affaire a un lien avec mon... Là, j'allais dire quelque chose, je me tais, je réfléchis. Avec Richard, cœur de lion. Ah bon? Notre Ouais. roi? Enfin, mon roi. Oui, si on peut dire ça. Soit vous en avez trop dit, soit pas assez, comtesse. Il va falloir vous décider. Eh bien, comme je l'ai dit, si j'avais épousé Jean, je serais votre reine, et pas la femme du frère de Richard. Je comprends mieux. C'est la raison pour laquelle je suis devenu, et là je fais une tête de dégoût, ce que je suis. Nous ne choisissons pas toujours, malheureusement. Non. Juste une petite bulle d'information pour notre cher visiteur anglais. Aux dernières nouvelles, Richard Cœur de Lion est blessé. On ne sait pas s'il va vivre ou mourir. C'est les dernières nouvelles que tu as eues. C'est assez récent. Et c'est pour ça que j'ai fait une tête un peu... Mais je n'ai pas posé plus de questions. Je me lève et commence à marcher dans la pièce, les mains derrière le dos. Richard n'est plus. Actuellement, il est déclaré mort. Techniquement, il aurait dû rejoindre votre clan, ce qui n'est pas le cas. Il a tout simplement disparu. Il a été transformé, vous voulez dire? Non, il a disparu. Volatilisé. Personne ne sait où il est. On ne sait même pas s'il est vivant, si c'est devenu un enfant de la nuit. Et il semblerait que le prince apportait une attention très particulière à Richard. Et ça l'a vraiment contrarié de savoir ça. Tout ceci, effectivement, Et est bien bizarre. Et à votre visage, je vois que vous êtes tout aussi contrarié que lui. Contrarié et un peu déconcerté. Je n'étais pas vraiment au courant de cette envie du prince d'étreindre notre roi, enfin notre ancien roi. J'ignore ce qui se passe, mais je sens que ça ne sent vraiment pas bon. En tout cas, vous pouvez compter sur mon appui pour vous aider dans cette mission qui vous a été octroyée par le prince. Bien, mais sachez aussi que en m'aidant, vous allez vous faire un ennemi. À ce moment précis, puisque la comtesse marche, se déplace, est debout, et que le chanoine est assis, un petit détail se révèle à toi. Tu vois effectivement les reflets. Dans les reflets, tu vois ton propre reflet. Tu vois les reflets des objets, la servante. Mais sur les miroirs, vous n'êtes que deux dans la pièce. Donc pas de reflet de
de la comtesse. C'est ça. Pas de vêtements, pas de silhouette, pas de forme. Absolument rien. Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas du tout? Il existe un clan qui est affligé de cette malédiction. À ta connaissance. Le clan des La Sombra. Qu'on appelle les gardiens ou les maîtres. On les appelle aussi les faiseurs de rois ou les hauts conseillers de rois. Dans le clan Ventru, il n'est pas rare de voir un conseiller La Sombra qui conseille un prince Ventru. Mais il existe une certaine petite compétition au niveau pouvoir aussi entre vos deux clans. Je continue à écouter la comtesse et à suivre le mouvement. Bah, disons que je te regardais pour voir ta réaction quand je te parlais d'un ennemi en m'épaulant. Et vu la qualité d'empathie de la comtesse, il vient de le remarquer. Tu en es intimement convaincu. Mais il est fort pour cacher ses émotions et ses réactions. Cet ennemi ne sera autre que le clan La Sombra. Votre propre clan? Mon clan, vous rigolez. Je ne me sens pas plus affilié à eux qu'à votre prince. Disons que quoique votre prince, au moins je lui ai donné ma parole de vassal. Ce n'est pas très courant, en tout cas de ce que je connais du passé, vampire de notre race, qu'un membre d'un clan se mette son clan à dos. Disons que ils ne m'effraient pas. Et qui plus est, je vois clair dans leur petit jeu. Le prince est une gêne pour eux. C'est un homme qui a l'air d'en faire un peu casse-tête. Et les miens n'apprécient pas trop ce genre de personnes. Enfin, les miens. Ce clan. Et je leur ai tenu tête. Effectivement, les bruits qui circulent sur le prince, il n'aurait pas beaucoup d'alliés directs, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre depuis que je suis ici. Non. En tout cas, il peut compter sur ma fidélité et mon engagement. Mais disons que j'ai eu la visite du vieillard. Non, pardon, c'est pas comme ça qu'on dit. De l'ancien, pardon, du clan La Sombra. Quoique, vieillard, lui, va tout aussi bien. Qui est venu m'avertir, etc., etc. Et bien sûr, je ne me suis absolument pas plié à sa volonté. Donc, je vous le dis et je vous préviens, faire équipe avec moi, travailler avec moi, c'est se le mettre à dos. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des moyens tout autres pour ne pas se mettre un clan à dos. C'est en ne sachant pas exactement que je travaille pour vous. Si vous pouvez, on peut parler ainsi, puisque c'est votre mission à la base. Je ne suis qu'un membre quémandé pour ses services, nous allons dire. Certes, c'est ma mission, mais il m'a emprestement demandé de vous recruter. Ce n'est pas par choix. De toute manière, tout ce que je fais ici, je le fais par devoir et non par choix. Permettez-moi d'être honnête. Et là, je... Si vous aviez eu le choix, m'auriez-vous choisi? J'aurais tenté d'en savoir beaucoup plus sur vous avant de vous choisir ou de vous réfuter. Ça paraît tout à fait logique. Comprenez bien, cher ami, que je suis de base l'héritière de la famille de Savoie. Depuis mon enfance, on m'a formé à poser mes fesses sur un trône, porter la couronne, tenir droite, aider le peuple, protéger le peuple, surveiller mes ennemis en les accueillant comme des amis, et ainsi de suite. J'ai eu une formation qui m'a préparé à gouverner, mais aussi qui m'a appris à être fidèle. Le prince me semble un homme bon,
si on peut appeler ça un homme. Mais disons que dans cette ville, c'est celui qui m'a paru le plus se soucier du peuple, de tout ce qui l'entoure, du bien-être de ces gens. Donc, je lui suis fidèle. Et je lui suis son vassal. Mais, j'avoue que j'ai été très déconcerté quand il m'a annoncé que je devais faire équipe avec lui, sans me donner plus d'informations que ça. De ce fait, je ne pourrais vous dire si je vous aurais choisi. Et qu'est-ce qui vous a déconcerté dans le fait qu'il m'ait prestement recommandé? D'où je viens. Quand on conseille quelqu'un, on lui adresse ce qu'on appelle une lettre de noblesse. Faits, historique, passé, vices, etc. Je ne sais absolument rien sur vous, mais le prince vous fait confiance. Je vous fais confiance. Les Lasombra, dites-vous. De toute manière, ce clan ne m'a certainement pas en estime non plus, étant donné que je viens, on pourrait dire, empiéter sur leur territoire avec ma cathédrale que je suis en train de construire. De toute manière, vous êtes déjà leur ennemi, je suppose. Donc, un peu plus ou un peu moins, cela ne changera plus grand-chose à mon sujet vis-à-vis d'eux. Certes. Voilà qui est bien dit. Je me rassois. J'aurais une faveur personnelle à vous demander. Si vous l'acceptez, bien sûr. Si vous le refusez, je comprendrai parfaitement. La chose est simple. Sachez d'abord que j'ignore totalement qui est mon sire. Deuxièmement, j'ai des souvenirs. J'ai une connaissance des vampires que je ne sais expliquer, que j'ignore d'où elle me vient, mais je sais qu'elle est là. Et dans ces souvenirs, je sais parfaitement qu'il existe un moyen de quitter son clan. Je vous demande donc si vous êtes d'accord de m'aider à trouver ce moyen. À partir du moment qu'il ne va pas à l'encontre des règles qui sied à la cour, je veux bien m'engager à vous aider. C'est très aimable de votre part. Je ne veux plus être affilié au clan Lasombra. Je ne partage pas du tout leurs idéaux. Pour moi, de toute façon, le seul endroit où vous pourriez déjà acquérir quelques informations serait l'université. C'est prévu que je m'y rende pour y chercher 2 informations. Si ça vous tente de m'accompagner, vous êtes le bienvenu. Je comptais un jour, de toute façon, me présenter là-bas. Donc, oui, je pourrais y aller avec vous. Si cela ne vous pose aucun souci. Du tout. Avez-vous quelque chose de prévu dans la soirée? Laissez-moi réfléchir. Oui, je sais. Ouais. Non. Ouais, ça plus tard. Ouais. Écoute. Ouais. Oui, bah écoutez. Je pense que c'est faisable. Je n'ai pas de souvenir d'un rendez-vous quelconque ce soir. Hilda, faites préparer le carrosse et quand je serai absente, vous veillez sur mes enfants comme d'habitude. Oui, comtesse. Elle sort. Ok. Dans cet intervalle, tu essaies de comprendre un petit peu ce qui vient de se passer. Tu as eu véritablement l'impression qu'il parlait à quelqu'un. Oui, ça, j'ai eu cette impression. Je me pose beaucoup de questions, mais je ne l'interroge pas plus que ça. Ouais, je vais lui dire aussi. Par contre, comtesse, par rapport au chancelier, faites bien attention. J'ai l'impression qu'il a des yeux et des oreilles partout. Je sais bien. Techniquement, c'est le genre de personne qu'il faut éliminer en premier. J'ai peur qu'il soit de mèche
voir très très présent avec une ravissante jeune femme dont l'emblème est une rose rouge. Ça me dit quelque chose. Dame Camille, Dame Camille. l'ancienne du clan Toréador. Je pensais à Camille, mais je voulais être sûr. Et je me méfie particulièrement d'elle. Vous faites bien de me prévenir, j'ai rendez-vous dans quelques jours avec elle. Intéressant. Très intéressant. Là, je fais un énorme sourire, on voit toutes mes dents blanches. Bien, allons-y. Donc Diane te recouvre avec ton manteau, la porte s'ouvre, 4 gardes forment une haie jusqu'au carrosse qui est là avec 2 chevaux, un carrosse lustré, bien couvert, et tu vois deux chevaliers, côte de mailles lourdes, renforcées de plaques de métal, aumes, épée sur le côté, sur de fiers destriers qui encadrent le carrosse. Je monte et je m'installe confortablement. En attendant que mon invité prenne place lui aussi. Confortable, très propre. C'est vrai que t'as jamais vu un carrosse aussi propre, ni une maison si propre, ni des servantes aussi propres. À ce point-là, Une maniaque, quoi. on dirait, ouais. Et tu vois, elle touche à rien, hein. Elle ouvre pas le carrosse et tout, machin. J'ai des gants. Mes mains, j'ai mis des gants pour mes mains et il y a vraiment que le tour de mon visage qui est à découvert. J'ai la capuche, voilà. Donc le carrosse se met en branle, vous êtes escorté donc par 2 chevaux et 2 chevaliers. Vous vous avancez donc dans les ruelles de Prague, dans le vieux quartier. Vous mettez vraiment pas longtemps pour arriver à l'université. Les rues sont bien évidemment toujours calmes, peut-être même un petit peu plus encore, parce que des rumeurs, ouais, parlons-en un peu de ces rumeurs d'ailleurs. Je peux vous en parler à tous les deux, vous êtes certainement au courant de ces rumeurs. Vous êtes certes nouveau en ville, mais assez rapidement, ces rumeurs-là sont assez persistantes. Et c'est comme un fait avéré, voire même une légende urbaine, mais on retrouve assez souvent, que ce soit vrai ou pas, mais en tout cas c'est ce que les gens disent, des enfants de confession catholique, soit fortement affaiblis, soit carrément décédés au réveil. On parle donc de maladies sous le manteau. On vous fait bien comprendre que le sang dans ces enfants était pauvre, trop pauvre, et qu'ils étaient retrouvés assez pâles. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à mes gardes mes 2 chevaliers soient sur le qui-vive et que si jamais on voit un de ces enfants ou quelque chose de louche, que je sois averti immédiatement. En tout cas, quelques minutes plus tard, et sans encombre, vous arrivez devant donc la grande façade de l'université. À ce niveau-là de la ville, il y a peu de sources de lumière. L'université, donc, c'est une grande façade avec des grands piliers et de lourdes portes de bois closes. Le carrosse s'arrête devant. J'attends qu'on m'ouvre la porte. Quelques secondes plus tard, effectivement, l'un de tes chevaliers ouvre la porte, te tend la main. Je descends. Il a pris bien soin de retirer son gant, juste avant que son gant sale, avant de te tendre la main. De me toucher. Voilà. Ah ouais. Et Dacio nous accompagne. Oui. Toi, tu restes avec le cocher. bien, comtesse. Donc Dacio prend son aume et le met sous son bras et vous devance. Arrivé donc à la porte, donc il y a un gros marteau de bronze qui sert à toquer. Il met la main dessus, il se tourne vers toi. Il attend ton approbation. Pousse la porte. Et il pousse la porte, qui n'est pas fermée. Lourde porte qui grince, et à l'intérieur de la lumière, des linéaires de livres, donc des livres épais, volumineux, reliures de cuir et de métal, couchés, puisque les livres sont stockés couchés à cette époque.
quelques casiers avec des rouleaux de parchemin, des croisillons avec des parchemins dessus, et un grand bureau central en demi-cercle avec un vieil homme qui est éclairé d'une lanterne en verre, qui lève son nez d'un grand livre qu'il regardait. Donc il est assez dégarni. Quel charmant homme. J'en frissonne rien qu'à le voir. Alors, donc il lève la tête. À cette distance-là, et avec le reflet de son éclairage, vous pouvez distinguer qu'il a un long filet de morve qui se met à couler, et il prend un mouchoir et il commence à se moucher. Alors, quand je vois ça, je fais 2 pas en arrière. Vous l'entendez tousser. L'université est fermée. Revenez demain matin. Je doute qu'elle soit fermée pour moi. Et je m'avance autoritaire. Il lève, il prend sa petite lanterne et fait le tour de son bureau. Et il lève un peu, il a un peu de mal à lever sa petite lanterne qui a l'air pas bien lourde pourtant, et s'approche en claudiquant et lève sa torche un peu, enfin pas sa torche, sa lampe, sa lanterne. Et il fait oh, mes seigneurs, veuillez me pardonner. Que puis-je faire pour vous? Il paraît que cette université a une section spécialement réservée à l'élite en tout ce qui concerne l'occultisme. Donc il regarde ton chevalier, il regarde le chanoine, il te regarde. Qui dois-je annoncer? Alix, comtesse de Savoie et de Maurienne, marquise de Suse et d'Italie. Il plisse les yeux. Il regarde le chanoine qui t'accompagne. Théophilus Hastings, pour vous servir. Il regarde le chevalier qui reste stoïque et impassible. Je suis le doyen de l'université, Albrecht von Fürth. Si vous voulez bien patienter ici quelques instants. Il commence à reculer et à se tourner et à claudiquer et rentre dans l'un des linéaires. Oui, effectivement, il est vieux. Et vous voyez peu à peu la lumière qui s'estompe. On peut voir sur mon visage un soulagement quand il s'en va. Vous entendez des murmures. Oh. C'est pas identifiable, en plus c'est un écho. Et le doyen réapparaît. Pas dans le même linéaire, à l'extrême gauche des linéaires, dans le fond. Il lève sa torche, sa lanterne 2 fois. Il vous invite de la main à vous engager dans le dernier linéaire de la bibliothèque. Voulez-vous que je passe devant, comtesse? Si vous le voulez. Donc je passe devant la comtesse et j'ouvre la marche. Quand vous avancez, vous voyez bien que voilà, c'est assez obscur comme endroit, bien évidemment. Vous vous rapprochez du doyen et tu peux distinguer qu'au bout du linéaire où il vous indique, un grand escalier de pierre s'enfonce dans les sous-sols. Et en bas, sur le seuil, vous pouvez voir la lueur de va-et-vient de l'éclairage au niveau inférieur. Je vous remercie bien et j'avance. S'incline. Je fais juste un signe de la tête et je descends. Enfin, je suis notre ami Théophilus. Vous entendez un froissement de tissu, une cotte de maille qui s'entrechoque, un caractéristique de ton chevalier, et le doyen qui lui a saisi le bras en lui disant vous feriez mieux de rester ici. Et ton chevalier il fait soufflant par le nez et il fait mine de descendre et il manque de trébucher. Et le doyen il maintient sa pression sur l'épaule, sur le bras de ton chevalier. J'insiste. Je me tourne. Et pourquoi mon homme d'armes ne pourrait pas me suivre?
Parce qu'il ne fait pas partie de la famille. Comtesse, ça fait partie des choses à savoir que tout le monde ne peut pas être admis partout. Je regarde donc mon garde. Bien. Il me semble que tu m'avais dit que tu appréciais la lecture, mon ami. Il incline la tête. Fais-toi plaisir. Je reviens vite. Il dégage un peu son bras et rapidement le doyen le relâche. Et il reste en haut et il continue à vous observer, ainsi que le doyen d'ailleurs. Vous descendez et donc sur le seuil, une ouverture sur la droite. Donc vous êtes dans le sous-sol de l'université, donc les murs sont beaucoup moins polis, beaucoup moins sculptés, mais ça reste tout de même du bon travail. A priori, on a creusé à même la pierre. Ça doit être un travail harassant, mais même si quelque part ça forme une structure géométrique assez particulière, bon, vous n'êtes pas trop clair, pas trop calé non plus, vous n'avez pas beaucoup de connaissances en architecture, mais ça a un certain style quelque part, un peu brut. Ce qui vous choque, enfin, entre guillemets, c'est donc ce pas très haut de plafond. Ça doit faire donc 1m80 de plafond. Ça dépend pour qui, pas haut. Oui. Certaines personnes, c'est... Ouais, tout à fait. Donc au niveau inférieur, on n'a plus des linéaires en bois massif, des étagères, tout ça en bois. Là, c'est classé à même les murs dans des encoches. Les quelques meubles en bois qui sont là datent de l'Antiquité, littéralement. Ça ressemble plus à des codex ou à des croisillons en bois anciens. Il y a beaucoup de rouleaux de parchemin, papyrus même, et quelques... Je peux faire une réflexion? Oui, bien sûr, et quelques livres qui sont posés ça et là sur une grande table centrale. Oui. Donc je dis à voix haute, ça me rappelle les catacombes quand j'étais à Rome. En face, un pupitre avec un ouvrage ouvert, avec un gros marque-page dessus. Ça a l'air d'être, on dirait un livre, mais assez volumineux, assez conséquent, avec une plume et un encrier à côté. Visiblement, il n'y a personne dans cet endroit. Bien sûr, il y a des angles morts. Vous n'avez pas la vue complète sur la pièce, qui est assez grande tout de même. Qu'y a-t-il décrit dans ce livre ? Alors, faut que tu t'avances, bien sûr, il est sur la paroi d'en face. Je m'avance. Je suis curieux de voir ce qu'il y a comme inscription. Et vu qu'il y a une plume, c'est qu'on doit y écrire quelque chose. Tu t'avances, tu passes entre deux grandes piles de livres. Tout est un peu poussiéreux, c'est pas non plus... c'est pas pour le grand public, visiblement. C'est pas non plus noyé de toile d'araignée, mais c'est poussiéreux, c'est pas totalement propre. Je sais pas, d'ailleurs, il y a même... t'entends le crissement de quelques... sur le sol. Et tu te rapproches, plus tu distingues que... ça a l'air d'être... il y a des enluminures, c'est doré, c'est écrit en latin. Quand tu te présentes devant le pupitre, tu vois... ainsi, la théorie des Prométhéens est donc de vivre en harmonie avec les mortels, kénites et mortels vivant en symbiose dans de grandes villes, dans de grands royaumes. Ne croyez pas, mes frères, que cela soit utopique. Cela est possible. Un précédent a eu lieu. Le dernier fut Carthage. Rappelez-vous, mes frères, la grandeur de Carthage. Et comme le disait Caïn, notre père à tous, c'est pas fini de tout écrit. Un ouvrage qui est en train d'être recopié ou certainement du très bel ouvrage. En tout cas, tu vois pas si c'est une copie, tu vois pas l'original en tout cas, qui n'est pas mis en évidence visiblement. Vous entendez une voix assez féminine, une voix d'une femme déterminée, certainement d'une femme forte, qui traverse un peu la pièce. Juste la voix. En sortant de deux grandes piles d'ouvrages anciens
une silhouette féminine se dessine, donc dans le dos du chanoine, mais en face de la comtesse.